Le jour de mes 28 ans, je découvre sur Facebook la fête surprise organisée par ma famille. Pour ma sœur. La légende, la seule qui mérite vraiment d'être célébrée. Je commente, joli gâteau. Ma mère répond, au moins pour elle, ça vaut la peine de se donner du mal. J'ai souri et j'ai écrit, profitez en bien. Tant que ça dure. Ce soir-là, j'ai annulé un virement et envoyé 2 emails. 10 jours plus tard, ma sœur hurlait au téléphone quand son propriétaire lui a dit « Mademoiselle, votre bail est terminé. » Le jour de mes 28 ans, je me suis réveillée au son de mon propre silence. Pas de message vibrant sur la table de nuit, pas de notification joyeuse clignotant sur l'écran. Juste la lumière grise de Lyon qui filtrait à travers les rideaux de mon petit appartement, un sanctuaire de 40 mètres carrés que j'avais bâti seul, brique par brique, loin du chaos de ma famille. J'ai attrapé mon téléphone, un espoir stupide et tenace, une mauvaise herbe qui refusait de mourir dans le jardin de mon cœur, qui me poussait à vérifier. Rien. L'écran est resté noir, indifférent. Pas un « joyeux anniversaire » de ma mère, Martine. Pas un appel manqué de mon père, Bernard. Et bien sûr, rien de ma petite sœur, Manon, la prunelle de leurs yeux. Je me suis levée, le corps engourdi, le cœur un peu plus lourd que la veille. C'est idiot, je sais. À 28 ans, on est censé être une adulte accomplie, au-dessus de ses enfantillages. Les anniversaires ne sont que des jours comme les autres, une simple rotation de plus autour du soleil. C'est ce que je me répétais chaque année, comme un mantra, en avalant la boule de déception qui se formait dans ma gorge. Mais les mantras ne fonctionnent pas toujours. J'ai repensé à mon 12e anniversaire, juste après le divorce. J'avais espéré une petite fête pour me changer les idées. Ma mère avait dit, on n'a pas la tête à ça, Chloé, tu comprends, ta sœur est si perturbée. J'avais compris. J'avais toujours compris. En préparant mon café, la machine produisant un sifflement réconfortant, j'ai regardé par la fenêtre. Lyon s'éveillait. Des gens pressés, des vies qui s'entremêlaient, des milliers d'histoires qui se jouaient sous mes yeux. J'étais l'une d'entre eux, une professionnelle du marketing, indépendante, forte. C'est du moins l'image que je projetais. La grande sœur responsable, celle sur qui on peut compter, celle qui n'a besoin de rien ni de personne. C'est le rôle qu'il m'avait attribué dès mon plus jeune âge, et j'avais fini par le jouer à la perfection, au point d'oublier parfois qui j'étais vraiment derrière le masque. Avant de vous raconter l'électrochoc qui a suivi, ce moment précis où le barrage de ma patience a cédé sous le poids de la dernière goutte d'eau, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville, de quel pays vous venez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est une façon pour moi de me sentir un peu moins seule dans ce récit, de savoir que quelqu'un, quelque part, m'entend et peut-être, me comprend. La journée de travail s'est déroulée dans une brume de normalité. Des réunions, des emails, des échéances à respecter. Mes collègues, des gens sympathiques mais distants, m'ont offert une carte signée à la hâte et un petit financier aux amandes. J'ai souri, je les ai remerciés sincèrement. Leur petite attention, aussi impersonnelle soit-elle, était comme un pansement sur une hémorragie interne. C'était un baume sur une blessure invisible que je cachais à tout le monde. En rentrant chez moi le soir, l'odeur de la pluie sur le bitume, j'ai commandé mon plat thaïlandais préféré, un pad thaï aux crevettes, une petite tradition solitaire pour célébrer une journée que tout le monde semblait avoir effacée de son calendrier. Je me suis installée sur mon canapé, sous un plaid doux, prête à regarder un film et à oublier. Oublier que j'étais, encore une fois, la fille de l'ombre, la figurante de ma propre histoire familiale. Mais je ne savais pas que le véritable cadeau d'anniversaire de ma famille m'attendait, non pas dans une boîte joliment emballée, mais sur l'écran froid et impersonnel de mon téléphone. Une notification Facebook était sur le point de transformer ma tristesse tranquille en une rage glaciale et dévastatrice. J'allais bientôt découvrir qu'il n'avait pas oublié mon anniversaire. C'était bien pire que ça. Il l'avait délibérément piétiné pour mieux célébrer ma sœur. Je suis partie au travail ce matin-là, ignorant que dans quelques heures, une simple notification Facebook allait faire voler en éclats le peu de paix que j'avais réussi à construire. C'est pendant ma pause déjeuner, dans le brouhaha impersonnel de la cafétéria de l'entreprise, que la bombe a explosé. Je mangeais un sandwich insipide, les yeux rivés sur mon téléphone,
scrollant distraitement sur Facebook pour faire passer le temps. Un automatisme. Un moyen de s'évader. Et puis, je l'ai vu. Une publication de ma cousine Sophie, mise en ligne à 23h30 la veille. 27 photos. Le titre de l'album, écrit en majuscules joyeuses, m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Fête surprise pour notre Manon, la seule qui mérite vraiment d'être célébrée. Mon cœur a raté un battement. Puis un autre. Le sandwich m'est tombé des mains. Le bruit sourd sur le plateau a été couvert par le martèlement du sang dans mes tempes. Les photos défilaient sous mes yeux, chacune étant une nouvelle blessure, un nouveau clou planté dans le cercueil de mes illusions. La fête avait eu lieu chez mes parents, à Villefranche-sur-Saône. Dans le salon de mon enfance, la pièce où j'avais appris à lire, la pièce où j'avais pleuré après la première dispute de mes parents. Ils étaient tous là. Ma mère, Martine, rayonnante, le visage illuminé d'une fierté que je ne lui avais jamais vue pour moi, tenant un gâteau à 3 étages, un de ces chefs-d'œuvre de la pâtisserie qu'elle avait toujours jugé, une dépense ridicule, de l'argent jeté par les fenêtres. Mon père, Bernard, le bras protecteur autour des épaules de Manon, qui ouvrait une petite boîte en velours bleu d'une marque de bijoux de luxe. Mes oncles, mes tantes, même ma grand-tante Hélène qui n'avait pas pu venir à ma remise de diplôme universitaire parce que le trajet était trop fatigant pour ses vieilles jambes. Apparemment, pour Manon, ses jambes avaient rajeuni. La décoration était extravagante. Des ballons rose gold et blancs flottaient jusqu'au plafond, la couleur préférée de Manon. Une montagne de cadeaux emballés dans du papier brillant s'entassait sur la table basse. Une immense bannière, suspendue au-dessus de la cheminée, proclamait « ONSI fier DETOI ». À l'endroit même où mes quelques trophées de débat avaient autrefois pris la poussière avant d'être relégués dans un carton à la cave, pour « faire de la place ». Chaque détail hurlait l'amour, l'attention, l'argent dépensé, tout ce que je n'avais jamais reçu. C'était une célébration non seulement de ma sœur, mais aussi de mon absence, de mon insignifiance. Mon regard s'est alors figé sur une photo en particulier. Un gros plan sur Manon, riant aux éclats, la tête renversée en arrière. Mon estomac s'est noué si fort que j'ai eu la nausée. Autour de son cou scintillait un fin collier de perles, délicat et intemporel. Pas n'importe quel collier. C'était celui de notre grand-mère. Avant de mourir, elle me l'avait mis dans la main en me disant « Pour toi, ma Chloé. Tu es si forte et si discrète. Ce collier te rappellera que tu as de la valeur. » C'était mon trésor le plus précieux. Il y a 2 ans, Manon me l'avait emprunté pour une soirée. Elle ne l'a jamais rendu. Elle était revenue en larmes, jurant qu'elle l'avait perdu, que le fermoir avait dû lâcher, qu'elle était dévastée. J'avais fini par la croire, le cœur brisé, plus pour la perte du souvenir que pour l'objet lui-même. Et maintenant, il était là. Exhibé comme un trophée de chasse. Elle ne l'avait pas perdu. Elle me l'avait volé. Et elle le portait, sans aucune honte, le soir de la veille de mon anniversaire, à une fête célébrant sa propre perfection. La trahison était si profonde, si totale, qu'elle m'a coupé le souffle. Ce n'était plus de la négligence. C'était de la malveillance pure, un acte délibéré de cruauté. J'ai senti mes doigts trembler en tapant un commentaire sous la photo du gâteau. 2 mots, qui me semblaient à la fois pathétiques et incroyablement lourds de sens. Joli gâteau. J'ai posé mon téléphone, le souffle coupé. La douleur était une chose. Mais ce que ma propre mère allait écrire ensuite, c'était une déclaration de guerre. Moins de 5 minutes. C'est le temps qu'il a fallu pour que la lame s'enfonce jusqu'à la garde, tourne dans la plaie et la pulvérise. Une notification a illuminé mon écran, une petite vibration qui a fait sursauter tout mon être. Martine Martin a répondu à votre commentaire. J'ai hésité, une fraction de seconde. Une partie de moi, la vieille Chloé, la survivante, hurlait de ne pas regarder, de supprimer l'application, de jeter le téléphone par la fenêtre et de courir loin, très loin. Mais la nouvelle Chloé, celle qui venait de naître dans la douleur et la trahison, devait savoir. Je devais voir jusqu'où pouvait aller leur cruauté. J'ai ouvert la notification. Les mots de ma mère se sont gravés dans ma rétine, comme marqués au fer rouge. Au moins pour elle, ça vaut la peine de se donner du mal. Un silence assourdissant s'est fait dans ma tête.
Le bruit de la cafétéria, les conversations, le cliquetis des couverts, tout a disparu. Il ne restait que le sifflement de mon propre sang dans mes oreilles. Ces mots. Ce n'était pas une pique maladroite, pas une phrase dite sans réfléchir. C'était la vérité, sa vérité, énoncée crûment, publiquement, pour que tout le monde la voie. Je ne valais pas la peine. Pas la peine d'un gâteau, pas la peine d'un appel, pas la peine d'un souvenir. J'étais un fardeau, une obligation, une charge mentale. Manon, elle, était une célébration. Une récompense. Comme pour achever la bête blessée, une autre notification est apparue, presque instantanément. Manon. Elle avait répondu à mon commentaire, elle aussi. Désolée grande sœur, on dirait que maman m'aime plus, LOL. Peut-être que l'année prochaine, tu auras quelque chose à fêter, toi aussi. Le LOL. Cette désinvolture cruelle, ce rire numérique qui se moquait ouvertement de ma douleur. Quelque chose à fêter. Comme si mon diplôme universitaire, mon travail, mon indépendance, tout ce que j'avais accompli seul, ne comptait pour rien. Soudain, un autre souvenir, encore plus douloureux, a refait surface, chassant les autres comme une vague violente. Marc. Il y a un an, j'étais heureuse. Vraiment heureuse. Marc était gentil, intelligent, drôle. Il me voyait vraiment, moi, Chloé, pas seulement la grande sœur d'eux. Nous parlions d'avenir, de peut-être emménager ensemble. Et du jour au lendemain, sans avertissement, tout s'est arrêté. Il est devenu froid, distant. Il a fini par rompre par message, un message lâche qui disait que j'étais trop compliquée, que je demandais trop d'attention émotionnelle. J'étais anéantie, je n'avais rien compris. Je m'étais même demandé si c'était de ma faute. Des mois plus tard, une amie commune, rongée par la culpabilité, m'a avoué la vérité. Manon avait croisé Marc à une soirée. Apprenant qu'il sortait avec moi, elle lui avait dressé un portrait de moi digne d'un film d'horreur. Elle lui avait raconté, avec un air faussement inquiet, que j'étais instable depuis le divorce de nos parents, que j'avais des problèmes psychologiques, que j'étais une personne toxique et incroyablement possessive. Elle avait méthodiquement et froidement saboté la seule relation amoureuse saine que j'avais jamais eue. Juste par jalousie. Juste pour s'assurer que je resterais seule, et qu'elle resterait le centre de l'univers. À cet instant, devant mon écran d'ordinateur, la tristesse s'est évaporée. Elle a été remplacée par une colère si froide, si pure, qu'elle en était presque apaisante. Ce n'était plus une famille. C'était un champ de bataille. J'ai repris mon téléphone. J'ai regardé le commentaire de Manon, puis celui de ma mère. Un étrange sourire, sans aucune joie, s'est dessiné sur mes lèvres. J'ai répondu au commentaire de Manon. 4 mots. Simple. Menaçant. Profitez en bien. Tant que ça dure. Si vous étiez à ma place, après une telle accumulation de trahison, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous crié, pleuré, ou auriez-vous commencé, comme moi, à planifier une riposte méthodique? Dites-le moi dans les commentaires, votre opinion m'intéresse sincèrement. En cliquant sur « Envoyer », quelque chose en moi s'est brisé pour de bon. Il ne le savait pas encore, mais il venait de réveiller une Chloé qu'il n'aurait jamais dû rencontrer. Le reste de ma journée de travail a été un brouillard dense et irréel. J'ai fonctionné en pilote automatique, mon corps exécutant les tâches requises pendant que mon esprit, lui, était ailleurs. Il était dans une pièce froide et blanche, en train de construire des plans, d'assembler des faits, de préparer une guerre. Le sourire forcé que j'affichais, les « oui », bien sûr, polis, les « je m'en occupe tout de suite », efficaces sortaient de ma bouche sans que j'en aie conscience. À l'intérieur, un mécanisme glacial, précis comme une horloge suisse, s'était mis en marche. La Chloé gentille, la Chloé compréhensive, la Chloé qui trouvait toujours des excuses à tout le monde, était morte à 13h15, dans une cafétéria d'entreprise anonyme. Une nouvelle Chloé était en train de naître de ses cendres, et elle était armée de 28 années de factures impayées. Ce soir-là, en rentrant dans mon appartement, le silence ne m'a pas semblé lourd, mais complice. Il était mon allié. Je n'ai pas pleuré. J'avais l'impression d'avoir versé toutes mes larmes au cours des 28 dernières années, une larme pour chaque déception, chaque humiliation, chaque anniversaire oublié. La source était tarie.
À la place, il y avait un vide. Un vide immense et étrangement puissant. C'était le vide laissé par la fin de l'espoir. L'espoir qu'un jour, il me verrait. L'espoir qu'un jour, il m'aimerait de la manière inconditionnelle dont des parents sont censés aimer leur enfant. En abandonnant cet espoir, je me sentais libre. Libéré du poids de leur approbation, libéré de la nécessité de leur plaire. Appuyez sur « J'aime » si vous pensez qu'il arrive un moment où il faut cesser d'attendre l'amour des autres et commencer à se donner le sien. Ce que je vais vous raconter maintenant n'est pas seulement une histoire de vengeance, c'est un guide précis pour cesser d'être la victime et devenir l'architecte de sa propre vie. La première étape ? Faire les comptes. Je me suis assise à mon bureau, non pas avec mon repas thaïlandais, mais avec mon ordinateur portable. La première chose que j'ai faite a été de faire une capture d'écran de l'échange sur Facebook. Les commentaires de ma mère, de Manon, les likes approbateurs de certains membres de la famille. Pièce à conviction numéro 1. Puis, j'ai pensé à l'argent. Cet argent que je gagnais si durement, en acceptant des projets supplémentaires, en travaillant tard le soir. Cet argent qui partait chaque mois, en silence, pour soutenir le style de vie d'une sœur qui me volait, me calomniait et se moquait de moi publiquement. Depuis 2 ans, un virement automatique de 450 € partait de mon compte vers celui du propriétaire de Manon, Monsieur Dubois. La moitié de son loyer. Une somme que j'avais accepté de payer quand elle m'avait appelé en larmes, soi-disant menacée d'expulsion. Juste pour quelques mois, Chloé, le temps que je me remette sur pied, avait-elle promis, sa voix pleine de sanglots. 2 ans plus tard, les virements continuaient, et ses plaintes sur ses difficultés financières aussi, souvent illustrées par des photos de nouvelles chaussures ou de week-ends improvisés sur Instagram. J'ai regardé mon propre relevé de compte. Mes économies maigres. Mon prêt étudiant, ce boulet que je traînais depuis la fin de mes études. Toute cette énergie, tout ce travail, tout ce sacrifice, pourquoi ? Pour financer les mensonges de ma sœur et l'adoration de mes parents pour elle ? Non. C'était terminé. J'ai eu une vision très claire. Une vision d'un robinet grand ouvert, déversant mon argent, mon temps et mon énergie dans un puissant fond. Ce soir, je n'allais pas seulement fermer le robinet. J'allais dynamiter le puits. J'ai ouvert un tableur Excel que je tenais à jour secrètement depuis des années. La première étape de ma vengeance était sur le point de commencer, et elle serait froide, calculée et implacable. Le fichier s'appelait simplement « Compte ». Un titre anodin pour ce qui était en réalité le grand livre de mes sacrifices. Je l'avais créé il y a des années, plus comme un exutoire, un journal intime financier, qu'autre chose. Chaque ligne était une dépense faite pour Manon, avec la date, le montant, et la raison qu'elle m'avait donnée. Je l'ai parcouru, et la colère montait en moi à chaque ligne, froide et précise. 24 virements de 450 €, loyer. 3 virements de 200 €, facture d'électricité impayée, sinon il coupe. Un virement de 500 €, réparation voiture, je peux pas aller travailler sinon. Un virement de 350 €, dépôt de garantie appartement, il le demande tout de suite. La liste était longue, humiliante. Je me souvenais de chaque conversation, de chaque supplication. Ce 150 €, c'était pour une rage de dents terrible, mais le lendemain, elle postait une photo d'elle à un concert. Ce 200 €, c'était pour des manuels scolaires urgents, pour une formation qu'elle a abandonnée au bout de 3 semaines. Chaque ligne était une trahison. Le total s'affichait en bas de la colonne, en gras et en rouge, comme une blessure ouverte sur l'écran. 21 450 €. L'équivalent d'un apport pour un petit appartement. L'équivalent de la fin de mon prêt étudiant. L'équivalent d'un voyage autour du monde. L'équivalent d'une vie que je m'étais refusé pour lui offrir la sienne, une vie qu'elle passait à me mépriser. Ensuite, j'ai ouvert ma boîte mail. J'ai tapé « Manon » dans la barre de recherche. Des dizaines de messages sont apparus, un historique de sa dépendance et de ma naïveté. « Chloé, je suis désolée de te demander encore, mais je suis à sec ce mois-ci. Promis, je te rembourse dès que je peux, ne le dis pas à papa et maman, ils s'inquiéteraient pour rien. » Mensonge. Chaque email était une pièce du puzzle, une preuve de sa manipulation. Je les ai tous sauvegardés dans un dossier séparé, preuve. Puis,
Je me suis souvenu de ce détail technique, cette négligence de sa part qui allait devenir mon arme la plus puissante. Il y a 1 an et demi, Manon, dans un élan de paresse monumentale, m'avait demandé de l'aide pour configurer son adresse e-mail professionnelle. Je suis trop nulle en informatique, Chloé, tu peux le faire pour moi? Elle voulait que tous ces emails importants soient aussi transférés automatiquement sur une vieille adresse email familiale que nous partagions au lycée, juste au cas où, si je perds mon mot de passe. J'avais trouvé ça idiot et peu sécurisé, mais j'avais accepté, comme toujours, pour avoir la paix. Je n'y avais plus jamais pensé. Jusqu'à ce soir. Le cœur battant, j'ai retrouvé les identifiants de cette vieille boîte mail poussiéreuse. Je me suis connecté. Elle était pleine de spam, de vieilles notifications de réseaux sociaux oubliés. Mais en cherchant un peu, j'ai trouvé le dossier de redirection des emails de Manon. Et là, c'était la mine d'or. Le jackpot de la trahison. Il y avait des avertissements de son employeur pour retard répété. Des plaintes de clients concernant son attitude désinvolte. Et puis, le joyau de la couronne. Un email avec un fichier PDF joint, datant de 3 mois. L'objet était sans équivoque, notification de fin de contrat à durée déterminée. J'ai ouvert le PDF. Ce n'était pas une démission. C'était un licenciement. Pour absence répétée non justifiée et attitude non professionnelle. Elle était au chômage depuis 3 mois. 3 mois pendant lesquels elle avait continué à se plaindre de son travail stressant. 3 mois pendant lesquels j'avais continué à payer son loyer. La fête, surprise, de la veille, pour la féliciter pour un prétendu entretien d'embauche, était une mascarade totale. Une fraude monumentale. Comme si cela ne suffisait pas, en continuant à chercher, j'ai trouvé un autre email, plus récent. Un message de son propriétaire, Monsieur Dubois, datant d'1 semaine. C'était un dernier avertissement formel avant de lancer une procédure d'expulsion pour loyer impayé. Elle n'avait même pas utilisé mes 450 € du mois dernier pour le payer. Elle avait tout gardé. Elle savait qu'elle était au bord du gouffre, et elle attendait simplement que je continue à payer, encore et encore, en silence. Le puzzle était complet. Ce n'était pas de l'imprudence, c'était une manipulation pure et simple, un système bien rodé. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai commencé à rédiger les 2 emails qui allaient faire s'effondrer son château de cartes. Mon plan était simple, chirurgical. 3 étapes. Pas de cris, pas de larmes, pas de drame théâtral. Juste des actions, froides et définitives. La vengeance, ai-je pensé en fixant l'écran, n'est pas un plat qui se mange froid. C'est un rapport financier bien documenté, envoyé avec un accusé de réception. Première étape. L'hémorragie financière. J'ai ouvert l'application de ma banque, un geste que je faisais des dizaines de fois par semaine pour vérifier mes dépenses. Mais cette fois, c'était différent. J'ai navigué jusqu'à la section des virements permanents. Là, il y avait la ligne, familière et douloureuse, que je voyais chaque mois sans vraiment la regarder, loyer Manon Martin, bénéficiaire, Monsieur Dubois. Le prochain paiement était programmé pour dans 5 jours. Mes doigts n'ont pas tremblé. J'ai cliqué sur « Options », puis sur « Annuler ce virement permanent ». Une boîte de dialogue est apparue, presque suppliante. « Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce virement ?» J'ai cliqué sur « Oui » avec une satisfaction féroce. Un petit message de confirmation vert est apparu, anodin. Le virement permanent a été annulé. J'ai ressenti une vague de soulagement si intense que j'ai dû m'agripper à mon bureau. C'était comme si je venais de couper une corde qui me tirait vers le fond. Le premier maillon de la chaîne était brisé. Deuxième étape. La notification officielle. Un nouvel email. Destinataire, l'adresse de Monsieur Dubois, que j'avais soigneusement enregistrée. Objet, concernant le loyer de l'appartement de Mademoiselle Manon Martin. Le ton se devait d'être professionnel, irréprochable, pour ne laisser aucune place à l'interprétation ou à la négociation. Cher Monsieur Dubois, je vous écris pour vous informer de ma décision de cesser, avec effet immédiat, toute participation au paiement du loyer de Mademoiselle Manon Martin, locataire de votre appartement situé au adresse fictive. Depuis 2 ans, je lui ai fourni une aide financière substantielle à titre personnel. Cet arrangement privé prend fin aujourd'hui.
Je vous prie de bien vouloir adresser toute future communication concernant le loyer, les charges, et le statut de son bail directement à Manon. Je ne suis et ne serai plus impliqué d'aucune manière dans ses affaires financières. Je comprends que cela puisse représenter un changement dans vos habitudes, mais cette décision est ferme et définitive. Cordialement, Chloé Martin. J'ai cliqué sur « Envoyer » avant même d'avoir une chance de douter. C'était fait. Le filet de sécurité avait été retiré. Elle allait devoir apprendre à voler, ou à tomber. Troisième et dernière étape. La bombe à fragmentation. Un autre email. Cette fois, les destinataires étaient Martine Martin, Bernard Martin, et en copie carbone, pour un maximum d'humiliation, Manon Martin. L'objet était tout aussi neutre et dévastateur, la fin d'un arrangement. Le corps du message était court, mais chaque mot était une mine. Maman, papa, Manon, pendant des années, j'ai soutenu cette famille financièrement et émotionnellement, sans jamais recevoir la moindre reconnaissance. J'ai gardé le silence pendant que vous célébriez les mensonges de Manon et ignoriez systématiquement mes anniversaires et mes réussites. Cela s'arrête aujourd'hui. Vous trouverez ci-joint 2 documents qui, je pense, vous éclaireront. Un relevé détaillé des 21 450 € que j'ai versés à Manon au cours des 3 dernières années. L'email de licenciement de Manon, datant d'il y a 3 mois, qui prouve qu'elle vous a menti, ainsi qu'à moi, sur sa situation professionnelle. À compter d'aujourd'hui, tout soutien financier est terminé. J'ai informé son propriétaire de cette décision. Je me retire pour me concentrer sur mon propre bien-être. Veuillez respecter ma décision. Chloé. J'ai joint les fichiers. Ma main a survolé le bouton « Envoyer ». C'était le point de non-retour. J'ai pensé à leur colère, à leur dénégation, à leur tentative de me faire culpabiliser. Et pour la première fois de ma vie, je m'en fichais éperdument. J'ai cliqué. Puis j'ai éteint mon ordinateur. Et j'ai éteint mon téléphone. Le silence était total. Le silence dans mon appartement était assourdissant. Dehors, la tempête n'avait pas encore éclaté, mais je savais qu'elle arrivait. Et pour la première fois de ma vie, j'étais prête à l'affronter. La première journée a été étrangement, merveilleusement paisible. J'ai laissé mon téléphone éteint, rangé au fond d'un tiroir, comme si c'était une grenade dégoupillée. Le simple fait de ne pas sentir son poids dans ma poche était une libération. J'ai créé une bulle de silence protectrice autour de moi. Au travail, j'étais plus concentrée et plus productive que jamais. Libérée du poids invisible de la crise permanente de Manon, de l'attente d'un appel angoissé ou d'une demande d'argent déguisée, mon esprit était clair, vif. J'ai même pris l'initiative dans une réunion, proposant une idée qui a été accueillie avec enthousiasme. Je me sentais légère. Le soir, au lieu de m'affaler sur le canapé, j'ai cuisiné un vrai repas, des pâtes fraîches avec une sauce maison. J'ai mis de la musique. J'ai lu un livre, pas seulement quelques pages avant de m'endormir, mais plusieurs chapitres. C'était simple, calme. C'était ma vie, sans les parasites émotionnels. Le lendemain soir, après 48 heures de ce calme bienheureux, j'ai décidé de rallumer mon téléphone. Non pas par faiblesse, mais par préparation. Je devais évaluer la force de la tempête qui m'attendait. C'était une erreur tactique de le faire si tôt. Il a failli me sauter des mains, vibrant frénétiquement pendant près d'1 minute. L'écran s'est allumé, révélant un carnage numérique. 23 appels manqués. 15 de ma mère, 8 de Manon. 42 messages non lus sur WhatsApp. 10 SMS. J'ai ouvert les messages, non par curiosité morbide, mais comme un général étudiant les premières manœuvres de l'ennemi. Les messages de Manon étaient un véritable opéra en plusieurs actes. Acte 1, l'incrédulité. Chloé, c'est une blague? Allô? Réponds. Envoyé 15 fois. Acte 2, la panique. Le propriétaire m'a appelé, il a reçu ton email. Qu'est-ce que tu as fait? C'est une folie. Appelle-moi tout de suite. Acte 3, la colère. Tu es une psychopathe. Une vraie malade. Tu essaies de ruiner ma vie parce que tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse de moi. Acte 4, la supplication pathétique. S'il te plaît, Chloé, je t'en supplie, rappelle-le.
Dis-lui que tu as fait une erreur. Je te rembourserai tout, je le jure sur la tête de maman. S'il te plaît. Je n'ai répondu à rien. Chaque message était une confirmation que j'avais touché juste. Ceux de ma mère étaient encore pires, car ils étaient empreints d'une indignation vertueuse, d'une certitude morale à toute épreuve. Chloé Marie Martin, je n'arrive pas à croire que tu puisses être aussi cruelle et égoïste. Ta sœur est inconsolable, elle est au bord de la crise de nerfs. Tu mets sa vie en danger par pure méchanceté et jalousie. Pas un mot sur les 21 450 €. Pas un mot sur le licenciement de Manon et ses mensonges. Pas un mot sur le collier volé ou le sabotage de ma vie amoureuse. Mon email et ses preuves irréfutables avaient été complètement ignorés, comme s'ils n'existaient pas. Dans son monde, les faits n'avaient aucune importance. La seule victime était Manon. Le seul bourreau, c'était moi. Pendant plusieurs jours, j'ai maintenu mon silence radio. J'ai bloqué leur numéro. J'avais besoin d'espace pour que ma résolution, encore fragile, ne vacille pas sous les assauts de leur culpabilisation. Le 6e jour, Manon a trouvé un moyen de contourner le blocage. Elle a utilisé le téléphone d'une amie commune pour m'envoyer un message. C'est quoi ce bordel, Chloé? Monsieur Dubois m'a officiellement envoyé un préavis d'expulsion. Il me donne 10 jours pour payer l'intégralité des arriérés ou pour quitter les lieux. 10 jours. Tu vas vraiment me laisser à la rue? Règle ça tout de suite. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi je n'ai pas juste ignoré ce message aussi. La vérité est que je voulais garder une trace de tout. Chaque message, chaque appel était une preuve de plus que j'avais pris la bonne décision. Leur panique ne venait pas d'un sentiment de culpabilité, mais de la perte de leur ressource la plus pratique, moi. Ils n'étaient pas tristes de m'avoir blessé. Ils étaient furieux que le robinet soit coupé. Le message de trop est arrivé le 8e jour. C'était un message vocal de ma mère. Sa voix n'était plus en colère, elle était glaciale, calculatrice, menaçante. Chloé, cette gaminerie a assez duré. Ta sœur est en larmes à cause de ta jalousie. Je ne t'ai pas élevée comme ça. Tu as 24 heures pour rétablir les paiements et présenter tes excuses à ta sœur, sinon tu peux considérer que tu n'as plus de famille. C'était un ultimatum. Une menace. Elle pensait que la peur de la solitude, de l'abandon total, me ferait plier. Je sauvegardais chaque message comme une munition. Je ne savais pas encore à quel point j'en aurais besoin pour la confrontation qui s'annonçait inévitable. L'ultimatum de ma mère a expiré dans le silence le plus total. 24 heures se sont écoulées, puis 48. Mon absence de réaction semblait les rendre encore plus fous, comme des mouches se cognant contre une vitre invisible. Ils ne comprenaient pas. Leurs anciennes méthodes, la culpabilisation, les menaces affectives, le chantage ne fonctionnaient plus. Alors, ils ont décidé de changer de tactique, de passer à une guerre psychologique plus sophistiquée, ils ont commencé à mobiliser l'armée des alliés involontaires. Le 10e jour, j'ai reçu un email de mon père, Bernard. Contrairement à ma mère, il n'a pas crié, il n'a pas menacé. Il a tenté la carte de la fausse raison, de la manipulation douce, celle qui avait si souvent fonctionné par le passé. L'objet était « parlons en adulte ». Ma Chloé, commençait-il, un terme d'affection qu'il n'avait pas utilisé depuis que j'avais quitté la maison, et qui sonnait faux, creux. Je comprends que tu sois blessé par l'histoire de la fête. Nous avons été maladroits, ta mère et moi. Mais ta réaction est extrême, disproportionnée. Ta sœur a toujours été plus fragile que toi, tu le sais. Elle n'a pas ta force. Elle a besoin de notre soutien, surtout en ce moment. Ta mère est hors d'elle d'inquiétude, elle ne dort plus. S'il te plaît, pense à nous. Trouvons un compromis. Le compromis. Leur mot pour « reviens à ta place et continue de payer ». Pour la première fois, j'ai répondu. Court, factuel, sans aucune émotion. Papa, il ne s'agit pas d'une fête. Il s'agit d'années de mensonges et de manipulations. Manon est au chômage depuis 3 mois et a détourné l'argent que je lui envoyais pour ses besoins essentiels. Elle a 25 ans. Il est temps qu'elle assume les conséquences de ses choix. Il n'y aura aucun compromis qui implique que je continue à financer sa vie. Chloé. Sa réponse, arrivée 1 heure plus tard,
a montré pour la première fois une fissure dans leur front uni. Je ne savais pas pour son travail. Elle ne nous a rien dit. C'est vrai ce que tu dis? Laisse-moi parler à ta mère. C'est un malentendu, c'est sûr. Ce petit doute, cette graine de vérité que j'avais plantée dans son esprit, était une maigre victoire, mais une victoire quand même. Il n'était plus sûr à 100% que j'étais le monstre. Mais ma mère, elle, ne doutait pas. Elle était convaincue de son bon droit. Et elle a doublé la mise en utilisant l'arme la plus sournoise de son arsenal. Le lendemain, mon téléphone de bureau a sonné. C'était la réceptionniste. Chloé, il y a une Madame Girard pour toi. Elle dit que c'est très important et personnel. Madame Girard. Notre voisine depuis toujours, une femme adorable, veuve, âgée de 80 ans, qui m'apportait des gâteaux quand j'étais enfant et que je considérais comme une grand-mère de substitution. Mon cœur s'est serré. Ma mère avait osé l'impliquer. Elle avait osé utiliser cette vieille dame innocente comme un pion dans son jeu cruel. J'ai pris l'appel, la voix tremblante de rage contenue. Madame Girard? Chloé, ma chérie, a-t-elle dit de sa voix douce et fragile, une voix qui sentait la lavande et les souvenirs heureux. Pardon de te déranger au travail. J'ai eu ta maman au téléphone. Oh là là, elle est si inquiète, la pauvre. Elle pleure beaucoup. Elle m'a dit que vous aviez une grosse dispute, toi et ta sœur. La famille, c'est ce qu'il y a de plus sacré, tu sais. Quels que soient les problèmes, il faut se pardonner. La vie est trop courte. C'était un coup de maître de la part de ma mère. Un coup de génie machiavélique. Utiliser la gentillesse et l'innocence d'une vieille dame pour me faire culpabiliser, pour me faire passer pour la méchante qui faisait pleurer sa pauvre mère. La manipulation dans sa forme la plus pure et la plus perverse. J'ai ravalé ma colère, j'ai fermé les yeux et j'ai pris une grande inspiration. Merci infiniment pour votre appel, Madame Girard. Vous êtes un ange. Mais c'est une affaire de famille très compliquée. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour moi, tout va bien. Je vous embrasse très fort. J'ai raccroché, le cœur lourd mais la résolution intacte. J'ai compris à ce moment-là qu'ils étaient prêts à tout. Ils n'avaient aucune limite morale, aucune décence. Ils utiliseraient n'importe qui et n'importe quoi pour me forcer à rentrer dans leur rang. Leur tentative d'utiliser Madame Girard contre moi était une bassesse sans nom. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'ils n'avaient aucune limite. Et la preuve est arrivée le lendemain, à la porte de mon bureau. J'étais en pleine réunion de brainstorming avec mon équipe, un moment de créativité intense où les idées fusaient. Je me sentais bien, à ma place. C'est alors que mon téléphone interne a sonné, une sonnerie stridente qui a brisé l'ambiance. C'était la réception. La voix de la jeune femme était tendue. Chloé, désolée de te déranger, mais, ta mère est là. Elle a l'air très contrariée et elle demande à te voir immédiatement. Une vague de froid m'a parcouru l'échine, suivie d'une bouffée de chaleur de pure fureur. Elle n'avait pas osé venir sur mon lieu de travail. Envahir mon espace professionnel, le seul endroit où j'étais respectée pour ce que j'étais et non pour ce que je pouvais donner. Aussi, elle avait osé. Je me suis excusée platement auprès de mes collègues, sentant leur regard curieux et gêné sur mon dos. En descendant dans l'ascenseur, j'ai préparé mon armure. Plus de Chloé blessée. Juste Chloé, la professionnelle. La scène dans le hall d'entrée était encore pire que ce que j'avais imaginé. Ma mère, Martine, faisait les 100 pas près du bureau d'accueil, le visage rouge de fureur, sa voix résonnant dans le grand espace de marbre. Elle parlait fort, pour que tout le monde entende. Inacceptable, une fille qui abandonne sa propre sœur malade. 2 agents de sécurité se tenaient à une distance respectueuse, l'air profondément mal à l'aise. Quand elle m'a vue, elle a pointé un doigt accusateur et tremblant vers moi. « Te voilà. Comment oses-tu humilier cette famille? Comment oses-tu ignorer les appels de ta mère? Sais-tu dans quel état est ta sœur? » Mon premier réflexe a été la honte. Une honte brûlante. Mes collègues passaient, certains détournant le regard, d'autres observant la scène avec une curiosité malsaine. Le monde professionnel que j'avais si durement construit, ma réputation d'efficacité et de calme, tout était en train d'être souillé par le drame familial que j'essayais désespérément de fuir.
Mais la honte a été rapidement balayée par une colère froide et lucide. C'était sa dernière carte. La tentative de m'humilier publiquement pour me faire plier, pour me forcer à réagir. Je me suis approché calmement, mes talons claquant sur le sol. Je me suis arrêté à 1 mètre d'elle. Bonjour maman. Tu es sur mon lieu de travail. Ce n'est ni le lieu, ni le moment. Le lieu et le moment, a-t-elle sifflé, sa voix pleine de venin. Tu sais ce qui n'est pas approprié? C'est de jeter ta sœur à la rue. De l'abandonner alors qu'elle est en pleine détresse. La détresse dans laquelle elle s'est mise toute seule en mentant à tout le monde pendant des mois, ai-je rétorqué, ma voix basse mais ferme, forçant les gens à tendre l'oreille pour entendre, créant une bulle de tension autour de nous. Elle ne voulait inquiéter personne. C'est toi que ça regarde? Toi, tu as toujours été forte, tu n'as jamais eu besoin de rien. Elle est fragile. C'était l'argument ultime. L'excuse éternelle qui justifiait des décennies de favoritisme et de négligence. Fragile? Ou simplement irresponsable et malhonnête? Il y a une différence, maman. Une différence que tu as refusé de voir toute ta vie. Un de mes directeurs, un homme que je respectais énormément, est passé à ce moment-là, me jetant un regard interrogateur et inquiet. J'ai su que je devais mettre fin à cette scène immédiatement, pour moi, pour ma carrière. Écoute, ai-je dit, en la regardant droit dans les yeux, sans ciller. Je ne discuterai pas de ça ici. C'est terminé. Soit tu pars maintenant de ton plein gré, soit je demande à la sécurité de te raccompagner jusqu'à la sortie. C'est ton choix. Son visage s'est décomposé. La colère a laissé place à une incrédulité totale. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à ce que je cède, que je la supplie d'arrêter, que je la suive dehors en pleurant pour discuter. Le fait que je choisisse ma carrière, ma réputation, ma dignité, plutôt qu'elle, était un choc existentiel pour elle. Tu n'oserais pas, a-t-elle balbutié, sa voix perdant de son assurance. Teste-moi, ai-je répondu, chaque syllabe pesant une tonne. Elle m'a dévisagé pendant une longue seconde, cherchant une faille dans ma résolution. Elle n'en a trouvé aucune. Enragée, humiliée, elle a fait demi-tour et est sortie du bâtiment en trombe, non sans lancer un dernier regard plein de haine par-dessus son épaule, un regard qui promettait que ce n'était pas fini. Je suis retournée à l'intérieur, les mains tremblantes mais la tête haute. J'avais gagné une bataille, mais je savais que la guerre n'était pas terminée. Le soir même, ils sont venus tous les trois frapper à ma porte. Quand la sonnette a retenti, stridente et insistante, je n'ai pas été surprise. J'ai regardé par le Judas. Ma mère, mon père et Manon. Le comité de crise au grand complet, aligné dans le couloir de mon immeuble comme un peloton d'exécution. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai déverrouillé la porte et je l'ai ouverte, mais je me suis plantée sur le seuil, leur barrant le passage. Mon corps disait, ceci est mon territoire. Vous n'entrerez que si je le décide. Oui, ai-je demandé, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. C'est Manon qui a parlé en premier, son visage bouffi par les larmes, un spectacle qu'elle maîtrisait à la perfection. Chloé, il faut que tu arrêtes ça. Monsieur Dubois va me mettre dehors demain. C'est la date limite. Tu dois l'appeler. Tu dois payer. Sa voix était un mélange de panique et d'exigence. Non, ai-je dit simplement. Le mot est sorti, court, net, sans appel. Mon père est intervenu, son visage fatigué et soucieux, toujours dans son rôle de médiateur impuissant. Chloé, s'il te plaît. Laisse-nous entrer. Discutons calmement, comme une famille. Une famille? J'ai eu un petit rire sans joie. C'est un peu tard pour jouer à la famille, tu ne crois pas? Mais j'ai fini par m'écarter. Mieux valait en finir une bonne fois pour toutes, sur mon terrain. Ils sont entrés dans mon appartement, un territoire qui leur était étranger. Manon s'est affalée de manière théâtrale sur mon canapé, se mettant à sangloter bruyamment. Ma mère s'est assise sur une chaise, droite comme un i, le sac à main posé sur ses genoux, comme si elle était en visite chez une vague connaissance. Mon père est resté debout, près de la fenêtre, l'air profondément mal à l'aise. Cette vendetta a assez duré, a commencé ma mère d'un ton glacial, reprenant là où elle s'était arrêtée. Tu as fait passer ton message. Tu as eu ton petit moment de drame. Maintenant,
sois l'adulte responsable que tu as toujours été et aide ta sœur. Ce n'est pas une vendetta, ai-je répondu, ma voix étonnamment calme. C'est une démission. Je démissionne de mon rôle de filet de sécurité, de banque, de psychologue et de paillasson. C'est moi qui mets fin à des décennies de toxicité. En me rendant SDF, a gémi Manon entre deux sanglots. Tu ne serais pas menacé d'expulsion si tu avais utilisé l'argent que je t'ai envoyé pour payer ton loyer, au lieu de t'acheter ce nouveau sac à main que j'ai vu sur tes photos Instagram la semaine dernière, ai-je lâché. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon père a regardé Manon, une lueur de confusion et de déception dans les yeux. De quel argent parle-t-elle, Manon? Je pensais que tu avais des difficultés. La discussion a duré 1 heure. 1 heure d'une violence psychologique inouïe. 1 heure de dénégation, d'accusation et de larmes de crocodile. J'ai tout mis sur la table, calmement, méthodiquement. L'argent, le licenciement, le collier, le sabotage de ma relation avec Marc. Pour chaque mensonge, j'avais une preuve, une date, un fait. Pour chaque accusation de jalousie, je répondais par un chiffre. Ils n'avaient rien. Leur seul argument était l'émotion, la culpabilité, l'habitude. À court d'arguments, à bout de souffle, Manon a sorti la phrase qui a tout fait basculer. Elle m'a regardé avec un mélange de haine et de désespoir et a crié, sa voix d'enfant gâtée résonnant dans mon salon d'adulte, « Tu fais ça parce que tu es jalouse. Jalouse que papa et maman m'aiment plus que toi. » La vérité. Brutale, enfantine, mais la vérité quand même. C'était le fondement de toute notre dynamique familiale, résumée en une seule phrase. Non, Manon, ai-je dit doucement, après un long silence. Je ne suis pas jalouse. Je suis juste fatiguée. J'en ai assez de tout ça. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de 28 ans s'envoler de mes épaules. D'ailleurs, ce n'est plus vraiment mon problème. J'ai une nouvelle pour vous. J'ai été promue au travail. Une opportunité incroyable, un poste de direction. Je déménage à Paris dans 3 semaines. Le choc sur leur visage valait toutes les souffrances du monde. Paris. C'était à des centaines de kilomètres. C'était une autre planète. C'était hors de leur portée, hors de leur contrôle. Ma mère a été la première à réagir. Et ces mots, prononcés dans un souffle de panique, ont confirmé tout ce que j'avais toujours su. Paris? Mais, qui va nous aider ici? Pour les papiers de la retraite de ton père, pour tout? J'ai eu un rire sans joie, un rire qui venait du plus profond de mon âme meurtrie. Et voilà. La vérité. Je ne suis pas une fille à vos yeux. Je suis une fonction. Une assistante personnelle gratuite et corvéable à merci. C'est là que mon père a craqué. Il s'est tourné vers ma mère, les yeux brillants de larmes qu'il ne pouvait plus retenir. Elle a raison, Martine. Mon Dieu, elle a tellement raison. Nous avons échoué. En tant que parents, nous avons échoué. Il s'est tourné vers moi, le visage ravagé par une honte soudaine et écrasante. Je suis désolée, Chloé. Pour tout. Je suis tellement désolée. Ma mère et Manon sont parties, furieuses et vaincues, claquant la porte. Mon père est resté un instant, incapable de me regarder dans les yeux, avant de partir à son tour en silence. Ce soir-là, j'avais perdu une partie de ma famille, mais pour la première fois, j'avais le sentiment de m'être enfin retrouvée. 6 mois plus tard. Je suis debout, une tasse de café fumant réchauffant mes mains, devant la grande fenêtre de mon nouvel appartement parisien, dans le 15e arrondissement. La vue sur les toits de la ville, un enchevêtrement d'ardoises et de zinc, me coupe encore le souffle. C'est le symbole tangible de ma nouvelle vie, une vie que j'ai choisie et construite pour moi, et pour moi seule. Une vie dont la bande-son n'est plus faite de reproches et de demandes, mais du murmure de la ville et de mes propres pensées. Le déménagement a été un tourbillon, mais un tourbillon libérateur. Mon nouveau poste de directrice marketing est exigeant, stimulant, et pour la première fois, je me sens reconnue à ma juste valeur. Mes nouveaux collègues sont devenus des amis. Des amis qui me connaissent comme Chloé, une femme de 28 ans qui aime le cinéma d'auteur et les week-ends à la campagne, et non comme la sœur de Manon, ou la fille responsable. J'ai même commencé à voir un thérapeute,
une femme brillante qui m'aide à déballer les 28 années de bagages émotionnels que je portais sur mes épaules. C'est un travail difficile, parfois douloureux, mais nécessaire. Chaque séance est comme une couche de vieille peinture que l'on gratte pour retrouver le bois brut en dessous. Et ma famille ? La tempête s'est calmée, laissant derrière elle un paysage changé à jamais, comme après un ouragan. Manon n'est pas devenue SDF. Confrontée à la réalité brute, sans son filet de sécurité, elle a dû se battre pour la première fois de sa vie. D'après ma cousine Sophie, qui est restée un contact neutre et bienveillant, Manon a trouvé une colocataire en urgence et a emménagé dans un studio beaucoup plus petit, en banlieue. Elle a trouvé un travail de serveuse dans un café branché du centre-ville. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas ce dont elle rêvait, mais elle paie son loyer. Chaque mois. D'après Sophie, elle est devenue étonnamment fiable. Pour la première fois de sa vie, elle est autonome. Ma mère, Martine, ne me parle presque plus. Nos rares conversations téléphoniques, pour les anniversaires des autres ou pour Noël, sont froides et courtes. Elle ne m'a pas pardonné. Pas pour l'argent. Elle m'en veut d'avoir brisé l'équilibre confortable de la famille, un équilibre où elle pouvait déverser tout son amour et son attention sur une fille, et toute sa négligence et ses attentes sur l'autre. J'ai détruit son monde, et pour ça, elle ne me pardonnera peut-être jamais. Et j'apprends à vivre avec. Mon père, Bernard, est celui qui a le plus changé. La confrontation a été un électrochoc pour lui. Il m'a appelé chaque semaine depuis mon départ. Il est venu me voir à Paris le mois dernier. C'était maladroit, rempli de silence. Nous avons marché le long de la Seine. Il a admis sa lâcheté, sa peur chronique des conflits avec ma mère, sa facilité à me considérer comme « acquise » parce que j'étais si capable et indépendante. Ce n'est pas une excuse, mais c'est un début de vérité. Notre relation est fragile, comme une pousse qui sort de terre après un incendie, mais pour la première fois, elle est honnête. Avez-vous déjà dû prendre une décision radicale, comme un déménagement ou une coupure de contact, pour préserver votre santé mentale et votre bien-être ? Racontez-moi vos histoires dans les commentaires, je suis convaincue que votre expérience peut aider d'autres personnes qui se sentent prises au piège dans des dynamiques familiales destructrices. La plus grande surprise est venue la semaine dernière, sous la forme d'un email. De Manon. Le premier contact direct depuis la confrontation. Mon cœur s'est emballé en voyant son nom. Je m'attendais à des reproches, à des demandes déguisées. Mais non. Le message était court, factuel. Elle me disait qu'elle avait été promue, manager adjointe, dans son café. Qu'elle avait commencé à suivre des cours du soir en comptabilité pour avoir un vrai métier. Et la dernière phrase m'a fait retenir ma respiration. J'ai beaucoup réfléchi. Je suis désolée pour le collier. Il est chez le bijoutier pour être nettoyé et réparé. Je te le renverrai la semaine prochaine. Je n'ai pas répondu tout de suite. La guérison prend du temps, et la confiance, une fois pulvérisée, ne se répare pas avec un simple email. Mais en regardant les lumières de Paris qui commençaient à s'allumer, j'ai senti une petite fissure dans la glace autour de mon cœur. Mon histoire ne faisait que commencer. En repensant à ces 6 derniers mois, un chemin parcouru qui me semble long d'une décennie, du jour de mes 28 ans à aujourd'hui, je réalise la leçon la plus importante que j'ai apprise, une leçon gravée dans ma chair. Parfois, la plus grande preuve d'amour que l'on puisse donner à quelqu'un, et surtout à soi-même, est de dire « non ». Non, je ne paierai plus pour tes erreurs. Non, je n'accepterai plus d'être invisible. Non, je ne sacrifierai plus ma santé mentale et mon bonheur pour ton confort. Mettre des limites claires et fermes n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de survie et de respect de soi. C'est la fondation sur laquelle on peut, peut-être, reconstruire quelque chose de sain. En coupant les ponts financiers avec Manon, je ne l'ai pas détruite comme elle le criait. Je l'ai forcée à se construire, à découvrir des ressources qu'elle ignorait posséder. En m'éloignant de la dynamique toxique de ma famille, je ne les ai pas abandonnés. Je me suis choisie, enfin. Mon histoire est celle d'une revanche, c'est vrai. Mais plus que ça, c'est l'histoire d'une renaissance. C'est l'histoire de la découverte de sa propre valeur quand personne autour de vous ne semble l'avoir. C'est comprendre que vous méritez un gâteau d'anniversaire, un appel téléphonique, du respect, et bien plus encore.
C'est intégrer au plus profond de soi que l'on mérite d'être la personne pour qui ça vaut la peine de se donner du mal. Si cette histoire a résonné en vous, si vous vous êtes déjà senti mis de côté, sous-estimé ou utilisé par ceux qui devraient vous aimer le plus, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits sur la force de fixer des limites et de trouver sa propre valeur. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez ressenti, ou pour partager un morceau de votre propre parcours. Chaque histoire partagée est une lumière pour quelqu'un d'autre qui se sent encore dans le noir. Merci de m'avoir écouté, et souvenez-vous toujours, votre histoire compte, votre voix mérite d'être entendue, même quand les autres essaient de l'étouffer. Prenez soin de vous, et n'ayez jamais peur de devenir le héros ou l'héroïne de votre propre vie.